bulletin sur Fraternité FM. Non monsieur, bonjour à la une de l'actualité. Après plusieurs mois de vacances, les élèves des lycées techniques agricoles du Bénin ont repris le chemin de l'école. C'est le cas du lycée technique de Kika où plusieurs innovations sont annoncées cette année. Le proviseur de cet établissement sera dans ce bulletin d'information. Et puis hors des frontières béninoises, Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi, est décédé ce mardi dans l'ouest du pays dans une embuscade. Les circonstances exactes du décès restent non élucidées, mais certaines sources évoquent un assassinat ciblé. Vous aurez les précisions dans ce bulletin. À suivre d'autres informations, les informations sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Les élèves des lycées techniques agricoles du Bénin ont repris le chemin de l'école. La rentrée scolaire a effectivement démarré le 2 février. C'est le cas à Kika, dans la commune de Tchaorou, où les élèves, enseignants et encadrements administratifs ont renoué avec les activités pédagogiques. Cette rentrée intervient dans un contexte stratégique où la formation des jeunes au métier de l'agriculture reste un enjeu majeur de développement et d'employabilité. C'est ce que confirme d'ailleurs Victorin Adimatin, proviseur du lycée technique agricole de Kika. Il parle des conditions d'accès à ces lycées et ce qui se fait actuellement. La première condition, c'est d'abord le niveau de BEPC. Cette année, la particularité, c'est que c'est des formations au métier. Au niveau du lycée technique agricole de Kika, nous avons 4 métiers à ouvrir. Au nombre de ces métiers, nous avons l'arboriculture fruitière et forestière, nous avons l'aviculture, la cuniculture et le levage non conventionnel. Nous avons également le levage des bovins et des petits ruminants. Et enfin, nous avons les cultures céréalières et légumineuses. Les enfants ont passé le concours en choisissant un des métiers. Après cette phase, comme condition d'entrée, c'est les inscrits à titre payant. Et nous les avons recrutés déjà. Nous avons démarré par la semaine d'intégration. À la fin de la semaine, avec toutes les activités que nous avons prévues, on a aussi pris contact avec l'ANPE qui est avec eux pour les parler des différents métiers. Quelles sont les opportunités? On a organisé toutes ces activités pour les amener à repenser leur choix. D'ici la fin de la semaine, nous allons procéder à une évaluation et leur demander encore s'ils sont prêts à continuer dans cette lancée-là. En termes d'innovation aujourd'hui, tout d'abord, la durée de la formation. La formation passe de 4 années à 3 années de formation. Ça, c'est une réforme. Et aujourd'hui, les cours qu'on avait l'habitude de dispenser, on ne va plus les dispenser. Aujourd'hui, nous avons des curricula qui ont été déjà élaborés par l'Agence de développement de l'enseignement technique à travers le directeur de l'Agence de développement de l'enseignement technique et la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Et en termes de changement, c'est la durée de la formation, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi le contenu de la formation. Ce n'est plus une formation qui va se dérouler entre les 4 murs. Désormais, c'est 70% de pratique réellement parce que les apprenants seront en entreprise et aussi à l'école. Donc la pratique sera vraiment une réalité, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et nous avons foi qu'avec ce processus que nous sommes en train d'initier, que vraiment nous allons parvenir à inverser la tendance et réduire le taux de chômage dans le pays. Et puis à Parakou, dans le nord du Bénin, l'harmattan souffle cette année d'une manière inhabituelle. Des moins de froid, une poussière moins dense et des températures plus clémentes. Au-delà du simple ressenti, ce changement a aussi des répercussions économiques et soulève des interrogations environnementales. Entre inquiétudes locales et explications scientifiques, notre équipe est allée à la rencontre des habitants, des commerçants et des spécialistes pour comprendre cette saison d'harmattan, pas comme les autres. Reportage Ulrich Abalo et Socrates Adantodé. Ici, à Parakou, dans le nord du Bénin, la saison d'harmattan est bien là, mais elle ne ressemble plus à celle d'autrefois, habituellement marquée par un froid sec et une poussière dense. Ce vent saharien surprend cette année par sa douceur inhabituelle. Dans les rues de la ville, les habitants s'interrogent. Franchement, cette année, c'est une année particulière, puisque l'harmattan devrait sortir depuis début octobre, qu'on devait commencer par sentir l'harmattan, mais force est de constater que rien n'est fait.
rien n'a été constaté. Et depuis ce temps-là, ça nous a paru un peu bizarre. Un ressenti partagé par de nombreux riverains. La situation a même bouleversé les habitudes économiques locales. Moins de froid, moins de besoin en vêtements chauds. Les commerçants de pulls verts évoquent une saison atypique avec des ventes en net recul. Cette année, il n'y a pas Ramadan. Surtout il n'y a pas l'Harmattan. Surtout nous qui vendons des pulls verts là, on a eu chaud cette année. Les marchandises ne sont pas sorties. Normalement, à partir déjà de fin novembre, début décembre, on commence par vendre les pulls et autres. Mais on constate qu'avec la chaleur, là, si on amène, ça ne pourra vraiment pas sortir. Donc, je ne me suis vraiment pas intéressée à cela. Ce changement est-il passager ou révèle-t-il un phénomène plus profond? Pour les spécialistes de l'environnement, plusieurs facteurs sont en jeu. Il y a le phénomène de El Niño qui serait à la base donc, de cet harmattan qui n'est pas présent aujourd'hui. Et ce phénomène, ce n'est rien d'autre que le réchauffement des eaux du Pacifique équatorial qui a un impact sur le rafraîchissement des eaux au niveau mondial. Et également empêche donc le vent sec du Sahara de souffler avec la poussière au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi poussé par l'impact des changements climatiques qui affectent donc ce phénomène de non-observation de l'harmattan. Entre variabilité naturelle du climat et effet du réchauffement global, l'harmattan de Parakou semble entrer dans une nouvelle phase. Les experts appellent à une action concertée, mêlant sensibilisation, politique environnementale et adaptation locale. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, Monsourat. Éliminatoire en Coupe du Monde féminine U20, les Amazones déjà au Caire. Oui, les Amazones U20 du Bénin ont posé leur valise en Égypte. La délégation béninoise est arrivée saine et sauve au Caire ce matin aux environs de 8 heures, marquant ainsi le début de la dernière ligne droite de sa préparation pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20. Après plusieurs jours de stage intensif au Maroc, ponctués de séances tactiques et physiques et de matchs de réglage, le staff technique a peaufiné donc les derniers ajustements afin de mettre l'équipe dans les meilleures conditions de performance. Ce regroupement a permis donc aux joueuses de renforcer leur cohésion et d'affiner leur stratégie avant cette confrontation décisive. Le match tant attendu face à l'Égypte U20 est programmé pour ce vendredi 6 février à 14h30 heure locale, c'est-à-dire 13h30 heure de Cotonou. Une rencontre capitale pour les Béninoises déterminées à réaliser un bon résultat à l'extérieur avant la manche retour. Face à une formation égyptienne réputée solide à domicile, les Amazones devront donc faire preuve de rigueur défensive, d'efficacité offensive et surtout d'un mental à toute épreuve, porté donc par l'ambition de franchir un nouveau cap historique. Elles entendent défendre fièrement les couleurs nationales. Et puis après son transfert en Turquie, Kanté garde les Bleus en ligne de mire. Oui, à 4 mois du mondial 2026, N'Golo Kanté quitte Al-Ittihad de l'Arabie Saoudite pour entamer à 34 ans une nouvelle aventure en Turquie à Fenerbahçe, précisément avec l'objectif de se maintenir dans les plans de Didier Deschamps. Le transfert du joueur tricolore devrait initialement être bouclé lundi, mais il a été retardé. Fenerbahçe, qui souhaitait échanger son attaquant marocain Youssef El Nesri contre le français, a accusé Al-Ittihad d'avoir saisi de manière incorrecte les informations relatives à la transaction dans le logiciel dédié de la CAF. Après 2 ans et demi passés donc à Al-Ittihad, l'infatigable milieu de terrain va donc connaître un 4e pays dans sa riche carrière en rejoignant le 2e de Ligue turque avec son ambiance de feu au stade Soukru Saragoglu à Istanbul après avoir évolué en France. L'international français aux 65 sélections s'engage ou s'est engagé jusqu'en juin 2028, mais ses yeux sont logiquement tournés vers le grand rendez-vous de l'été prochain, c'est-à-dire le mondial qui sera donc co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada du 11 juin au 19 juillet, bien évidemment 2026. Merci.
Tony Sakou, bonjour. Bonjour, Manzouret. On démarre par la Libye. Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen, est mort. Effectivement, Manzouret, Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi, longtemps vu comme son successeur potentiel et recherché par la Cour pénale internationale, CPI pour crimes contre l'humanité, a été tué mardi 3 février. Selon plusieurs médias, Saïf al-Islam est mort au sud de la ville de Zintan, dans l'ouest de la Libye. L'homme de 53 ans était seul chez lui quand il a succombé à des tirs de 4 hommes armés qui ont fait irruption à son domicile en prenant soin de désactiver les caméras de surveillance. Ils ont pris d'assaut la résidence de Saïf al-Islam, caméra al-Islam Kadhafi, après avoir neutralisé les caméras de surveillance, puis l'ont exécuté. En République démocratique du Congo, les autorités appellent au calme après des attaques de drones sur l'aéroport de Kisangani. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement provincial de Tchopo a accusé un communiqué l'AFC M23 appuyé par le Rwanda d'avoir attaqué l'aéroport international de Bangoka situé à 17 km du centre-ville de Kisangani. Selon les autorités locales, les attaques par drone kamikazes auraient eu lieu entre le samedi 31 janvier à partir de 5h et le dimanche 1er février à 2h. Les autorités locales appellent au calme. Le Maroc, pour terminer, des dizaines de milliers d'habitants évacués après d'importantes inondations dans le nord. Oui, au moins 50 000 personnes et probablement davantage ont été évacuées au Maroc, principalement dans la ville de Casa El Kébi, au nord du pays. Située dans une cuvette, cette commune de 120 000 habitants fait face à des inondations après l'annonce de fortes précipitations. Les secours et même les forces armées royales déployés pour l'occasion doit faire face à un afflux de sinistrés désormais sans toit. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.